L'éco-anxiété est un état psychologique de détresse émotionnelle face à la menace du changement climatique. Elle recouvre donc tout un panel d'émotions et pas seulement de l'anxiété. On peut aussi ressentir de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. Et ces émotions sont changeantes, on peut passer de l'une à l'autre. On peut aussi avoir des questions au niveau du sens et notamment des choix d'orientation professionnelle. Ce sont donc des émotions douloureuses mais normales face à une problématique réelle. On parle même d'éco-lucidité. Ce n'est donc pas une maladie. Et cela peut toucher tout le monde à des degrés divers. Si l'éco-anxiété est une réponse normale face à une information inquiétante, c'est l'ampleur des émotions ressenties qui est un point de vigilance. Si le degré d'éco-anxiété ressentie est supportable, qu'il n'occupe pas toutes les pensées, qu'il n'est pas permanent, dans ce cas on parle d'une éco-anxiété fonctionnelle qui va permettre d'adapter ses comportements. C'est plutôt alors une émotion utile pour s'adapter aux enjeux environnementaux. Par contre, il faut être vigilant à ce que les émotions ressenties ne soient pas trop intenses ou trop permanentes et qu'elles viennent interférer avec le quotidien en créant par exemple des insomnies, une tristesse trop profonde, voire un état dépressif, des difficultés à se concentrer en cours ou au travail, ou un excès de colère permanent, de l'isolement, voire des troubles alimentaires ou des addictions. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas attendre et en parler avec son médecin ou se faire accompagner par un thérapeute sensibilisé à cette question qui vous aidera à retrouver votre équilibre et à transformer cette éco-anxiété paralysante en une émotion gérable et utile. L'éco-anxiété étant une émotion ou un ensemble d'émotions, il ne s'agit pas de lutter contre, mais plutôt au contraire de les accueillir. En effet, ressentir des émotions est normal, donc il s'agit de les accepter pour ensuite pouvoir mieux les gérer. Par exemple, en utilisant des techniques de relaxation ou de respiration. Reprendre contact avec son souffle permet de faire diminuer l'intensité des émotions. En parler aussi avec des personnes avec qui on se sent en confiance pour partager ses ressentis et surtout ne pas rester seul avec ses émotions ou s'isoler. Limiter sa consommation d'informations, faire des breaks et plutôt chercher des informations positives et des initiatives qui fonctionnent. On peut aussi aller marcher en nature ou dans un parc près de chez soi en prenant le temps de marcher dans l'herbe, toucher les arbres, de respirer ou encore cultiver des plantes dans son appartement, en prendre soin ou jardiner. Ménager des temps pour faire des pratiques qui vous font du bien et que vous aimez, comme par exemple faire du sport, de la musique, de la danse, lire. L'idée est de prendre des moments qui vous ressourcent et pour reprendre de l'énergie. On peut aussi utiliser ces moments pour pratiquer la méditation, en tout cas pour prendre des temps pour se reconnecter au présent et être moins dans des ruminations vis-à-vis d'un futur anxiogène. Et enfin, agir à son échelle en faisant des choses qui sont importantes pour soi et qui paraissent accessibles, comme par exemple utiliser plus les modes de transport doux, ou manger moins de viande, ou acheter des choses de seconde main. L'idée étant de ne pas chercher à être irréprochable et ne pas culpabiliser, mais plutôt faire un premier pas, quelque chose d'accessible. Et si on peut même le partager avec d'autres, pour s'encourager et s'entraider, c'est encore mieux. Pour lutter contre le sentiment d'impuissance et prendre part à la création d'une nouvelle société désirable, on peut rejoindre des collectifs qui agissent en faveur de la préservation de l'environnement. Cela permet de se sentir utile, de recréer du lien et de voir que de nombreuses personnes se mobilisent. Mais toujours rester attentif à respecter son rythme, à ménager des temps pour souffler, des temps de plaisir simple, pour garder un équilibre entre action et respiration.